Bonjour et bienvenue sur Medi 1 TV. Une crise diplomatique qui réveille un contentieux territorial. Je fais référence donc à la crise qui oppose le Maroc à l'Espagne. Le Parlement européen s'en mêle, mais aussi de l'autre côté, Ceuta et Melilla, nous l'oublions pas, sont des territoires marocains et cela rappelle donc un souvenir. On en parle aujourd'hui avec notre invité. Il s'agit donc de Samir Bennis. Il est en direct avec nous depuis Washington. Samir Bennis est donc le directeur du site Morocco World et analyste politique. Bonjour Samir Bennis. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Donc on le disait, alors cette crise est en train de réveiller un contentieux territorial qui existe entre le Maroc et l'Espagne. Quelle analyse en faites-vous? Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Je voudrais mettre la crise entre le Maroc dans sa perspective globale et dire que la crise diplomatique et les incidents de Ceuta ont replacé le conflit territorial entre le Maroc et l'Espagne sur la question de Ceuta et Melilla au centre de débat. On devrait garder à l'esprit que l'existence de cette frontière dite européenne est la cause principale qui a fait que le Maroc s'est transformé contre son gré et passé contre son gré du statut de pays émetteur d'immigrés et de transit en un pays de destination. Sans l'existence d'une telle frontière, il aurait été très difficile pour les candidats à l'immigration clandestine, que ce soit du Maroc ou des pays de l'Afrique subsaharienne, de faire du nord du Maroc leur passage de prédilection pour traverser à l'autre côté du détroit. Deuxième élément, et encore plus important à prendre en considération, est le fait que des pans entiers de la population marocaine du Nord voient dans l'immigration la cause qui fait que des pans entiers de la population du Nord du Maroc voient dans l'immigration leur seul moyen de survie ou de construire un avenir meilleur et l'existence de la contrebande. Pendant des décennies, Ceuta et Melilla ont prospéré aux dépens de l'économie marocaine. Cette économie illicite s'élève chaque année à plus de 1,5 milliard de dollars, ce qui ne fait que creuser davantage le déficit commercial du Maroc avec l'Espagne. En plus de ça, le Maroc perd chaque année plus de 700 millions d'euros en droits de douane. Bien entendu, l'existence de ces deux enclaves avouait toute tentative marocaine de créer une économie viable et compétitive au nord du Maroc. Or, durant les 2 dernières décennies, le Maroc a donné des signaux clairs qu'il est déterminé à en finir avec cette situation anachronique. Bien évidemment, comme il est toujours le cas avec l'Espagne, cette décision souveraine n'a pas plu de l'autre côté du détroit. D'ailleurs, la presse espagnole s'en est fait l'écho très régulièrement et on a appelé à l'État espagnol de prendre les mesures qui s'imposent pour sauver le futur des deux enclaves. Donc, de ce point de vue-là, je pourrais dire que le Maroc, depuis bien des années, avait déjà donné le temps et a montré des signes qu'il était déterminé à opérer un réajustement des rapports de force avec l'Espagne dans ce sens. Alors, dans ce cas, Samir Bennis, où est-ce que selon vous cette crise risque de mener justement sur ce contentieux territorial? Bon, pour l'instant, la situation entre le Maroc et l'Espagne, la crise, je pense qu'il va s'enliser. Et comme je l'avais dit dans pas mal d'analyses dernièrement, je pense qu'il y aura un avant et un après le cas Rallye. Et je suis un petit peu pessimiste sur l'avenir des relations entre le Maroc et l'Espagne. Je ne pense pas que les relations entre les deux pays vont se normaliser ou vont revenir à l'état où ils étaient avant la crise
car il y a un facteur très important qui s'est rompu entre les deux pays. Il s'agit du facteur de la confiance. Pendant des décennies, surtout depuis 1982, avec l'arrivée du gouvernement du PSOE de Felipe González, il y avait un ministre des Affaires étrangères qui s'appelait Fernando Moran, qui était à l'origine de la théorie du matelas des intérêts économiques, selon laquelle on devait créer un matelas d'économie, un matelas d'intérêts stratégiques avec le Maroc, susceptible d'amoindrir l'impact négatif des conflits périodiques comme le Sahara, Lilia et la pêche et l'immigration sur l'ensemble des relations entre le Maroc et l'Espagne. Au fil des années et des décennies, cette politique a fini par réussir. Cela surtout depuis l'arrivée du gouvernement de José Luis Rodríguez Zapatero en 2004. Et depuis ce moment-là, on a assisté à une amélioration sans précédent des relations entre le Maroc et l'Espagne, qui s'est traduite tant sur les plans économiques, politiques, sécuritaires, culturels, etc. Et qui a fait que l'Espagne, depuis plus de 7 ans, s'est transformée et est devenue le premier pays, le premier partenaire économique du Maroc, en déplaçant la France. Samir Bennis, aujourd'hui, on voit qu'il y a des tentatives d'européaniser donc cette crise diplomatique, à savoir le Parlement européen qui devrait, en tout cas qui inscrit dans son agenda le vote d'une résolution concernant cette crise, mais surtout de ce qui est appelé donc de l'usage des mineurs comme moyen de pression par le Maroc. Selon vous, est-ce que en fait le fait de vouloir européaniser cette crise est vraiment de nature à apaiser la situation? En agissant de la sorte, je pense d'abord que le gouvernement espagnol a montré sa mauvaise foi envers le Maroc, car s'il avait la moindre intention d'apaiser la situation, il n'aurait pas tenté d'obtenir la solidarité de l'Union européenne et d'européaniser le conflit. Par ailleurs, en ce qui concerne l'Union européenne, en agissant de la sorte, elle tente d'esquiver la question de fond, à savoir l'entrée dans l'Union européenne d'un personnage accusé de crimes contre l'humanité, de torture, d'enlèvement sous un faux passeport. Il s'agit là d'un scandale politique et judiciaire qui ternit l'image de la démocratie espagnole et européenne, et on finit avec le mythe de l'indépendance de la justice en Europe. Comment peut-on admettre ou accepter que quelqu'un comme Rally, dont l'implication dans des attentats contre les Espagnols est avérée, puisse entrer en Espagne sous un faux passeport et avec une fausse identité? Il s'agit là d'une préméditation de la part du gouvernement espagnol et d'une tentative éhontée d'entraver le travail de la justice espagnole. Rally est non seulement accusé de viol, de torture et d'enlèvement, mais aussi de l'assassinat de plus de 281 Espagnols. À ce titre, je voudrais bien rappeler qu'en 1985, le chef du gouvernement espagnol de l'époque, Felipe González, avait décidé la fermeture du bureau du Polisario à Madrid et l'expulsion des représentants du Polisario à la suite d'un attentat contre un bateau de pêche espagnol dans les îles Canaries. La manière dont le gouvernement espagnol et la justice espagnole ont agi dans le cas de Rally est une entorse grave au principe de démocratie, aux droits des victimes, et montre que Rally, pour des raisons, montre aux victimes que pour des raisons
politique, leurs bourreaux continuent toujours de jouir de l'impunité. D'accord. Alors, mais oui. Revenons-en au vote du Parlement européen. Quels risquent selon vous d'être les conséquences en cas d'un vote en faveur de cette résolution? Je pense qu'un vote défavorable ne ferait qu'aggraver la crise, d'abord la crise diplomatique entre le Maroc et l'Espagne, et d'autre part ne ferait qu'affermir le Maroc dans son approche de traiter avec l'Union européenne d'égal à égal et de ne plus se permettre le luxe de se faire traiter comme un partenaire junior qui devrait suivre la ligne tracée par l'Union européenne et ne jamais remettre en cause les paramètres qui régissent cette relation. Donc je pense que le Maroc est préparé à agir en conséquence, et avec le changement qu'il y a eu dans la géopolitique régionale et la place de plus en plus forte que le Maroc a dans la région, comme porte de l'Afrique, le rôle qu'il joue dans l'Afrique subsaharienne, je pense que le Maroc se trouve dans une position de plus en plus forte, et qu'il aura les moyens et les cartes politiques pour faire face à l'Espagne et à d'autres pays européens. Alors, globalement, est-ce que selon vous, il y a en fait, par rapport au respect de l'intégrité territoriale, un lien qu'on peut aujourd'hui mettre entre le Sahara marocain et donc les villes marocaines occupées par l'Espagne, que sont Ceuta et Melilla, entre autres? Bon, dans le débat médiatique et académique en Espagne, on dit toujours que le Maroc visera Ceuta et Melilla dès qu'il aura fini avec la question du Sahara. Je pense que malheureusement, la plupart des spécialistes espagnols du Maroc, je ne pense pas si c'est par manque de langue qu'ils ne comprennent pas la langue ou la mentalité marocaine, ou ils ne suivent pas ce qui se passe au Maroc. Ils passent sous silence le fait que le Maroc, sans attendre d'en finir avec la question du Sahara, il a déjà pris des décisions et des mesures depuis plus de 2 décennies pour obliger l'Espagne à s'asseoir à la table des négociations avec le Maroc pour se pencher sur le futur de Ceuta et Melilla. Car avec les décisions que le Maroc a prises durant les 2 dernières décennies, qu'il s'agisse du port de Tangemed, du port de Nador, de la construction d'une zone industrielle à Tétouan et Fnedaq, le Maroc donne des signaux clairs qu'il veut en finir avec la situation anachronique de Ceuta et Melilla et de mettre fin à l'hémorragie qu'il cause à l'économie marocaine. Donc, de ce point de vue, je pense que la plupart des spécialistes espagnols se trompent quand ils disent que le Maroc va, comme étape suivante, va se pencher sur la question de Ceuta et Melilla. Je pense que le Maroc l'a déjà fait et que la première question ne va pas sans la deuxième, et que le Maroc fait bien de ne pas laisser les Espagnols profiter encore davantage de l'existence de 2 villes, de 2 enclaves qui profitent et qui prospèrent aux dépens de l'économie marocaine. Donc, je rappelle que en plus de Ceuta et Melilla, certains îlots sur la Méditerranée ont dans le passé fait l'objet de disputes entre le Maroc et l'Espagne. Une dernière question peut-être, Samir Benny, c'est par rapport à l'immigration. On a vu comment, en tout cas, cela a fait bondir la partie espagnole et européenne en général. Selon vous, quelle coopération faudrait-il mettre en place pour faire en sorte qu'aucune des parties ne souffre de la pression migratoire? Je pense que tant que l'Europe et que l'Espagne et l'Union européenne n'adopteront pas une politique migratoire qui prend en considération le contexte historique, économique et politique,
ils ne pourront jamais avoir les résultats escomptés. Je pense qu'une meilleure politique espagnole et européenne devrait prendre trois mesures. D'abord, l'ouverture des frontières européennes à la migration légale en octroyant des quotas à chaque pays en fonction des besoins en main-d'œuvre qualifiée et non qualifiée pour compenser assez rapidement, le déclin, Bénis Samir. pour compenser le déclin démographique d'une population européenne de plus en plus vieillissante. Deuxièmement, l'Union européenne devrait reconsidérer les accords économiques qui les lient au Maroc et aux pays de l'Afrique subsaharienne et de lever les restrictions et les quotas sur les exportations au marché européen. Cette mesure devrait s'accompagner d'un accroissement exponentiel des investissements étrangers au Maroc et dans l'Afrique subsaharienne et de l'aide au développement et de la suppression des subventions aux produits agricoles. Troisièmement, l'État espagnol devrait s'attaquer à la question de ce milliard de francs et admettre que leur statut et leur situation économique n'est plus viable. À un moment donné, le gouvernement espagnol devra s'asseoir à la table des négociations avec le Maroc pour se pencher sur le statut, le futur de ce conflit d'une manière qui préserve les intérêts stratégiques des deux pays et sauvegarde leur partenariat stratégique. Merci beaucoup Samir Bénis pour tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le directeur du site Morocco World News et analyste politique. Vous étiez en direct avec nous depuis Washington où il fait encore nuit. Merci à vous. Avec plaisir, merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Très bonne journée, bonne suite de programme sur Médien TV.